dans la prochaine heure. Donc, on va avoir des lesbiennes, des femmes LGBTQ+, marquantes du milieu culturel québécois, qui vont venir témoigner de la visibilité lesbienne avec l'animatrice Eugénie Lévy-Blondeau. Donc, par le biais de ce panel-là, on désire offrir, le RLQ désire offrir des moments d'empowerment aux lesbiennes, puis aux femmes LGBTQ+, de tous les âges. Puisque dans vos domaines respectifs, mesdames, vous participez à votre manière à mettre de l'avant une visibilité lesbienne et LGBTQ+, et à paver la voie pour les générations futures. Donc, je vais laisser Eugénie présenter les panélistes. Moi, je m'occupe de présenter Eugénie. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Eugénie, donc, elle est animatrice et chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada. Après des études en chant classique, elle se tourne vers la science politique pour y décrocher une maîtrise. Vous aurez remarqué d'ailleurs que sa passion pour la voix, ne l'ayant jamais quittée, elle s'en sert au quotidien pour communiquer des enjeux et des valeurs qui lui tiennent à cœur, comme elle va le faire ici aujourd'hui par le biais du panel. Eugénie a fait ses débuts radiophoniques à CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal. Elle va animer pendant 4 ans Les Dessous féminins, une émission féministe queer. L'émission n'existe plus aujourd'hui, mais à savoir qu'elle continue d'alimenter les médias sociaux associés à l'émission, promouvant aussi les initiatives, la pensée et les nouvelles féministes liées à la communauté LGBT. Eugénie n'a jamais caché son orientation sexuelle et saisit chaque occasion de parler de sa blonde, notamment quand le public s'attend à ce qu'elle parle de son chum, des propositions d'artistes queer aussi et des réalités des familles homoparentales. Eugénie croit fermement qu'il faut continuer de faire avancer la cause de la communauté LGBTQ+, et changer les mentalités pour plus d'inclusion et d'acceptation. Pour terminer sur une note plus ludique, donc elle disait qu'elle était cancer comme signe astrologique, donc dans la période de questions, peut-être vous pourrez aborder toute la controverse en lien avec les signes astrologiques. Je n'étais pas au courant de ça, mais elle dit avoir perdu à la loterie des signes astrologiques, donc à voir. Elle préfère boire son Aperol Spritz avec des olives, elle préfère le café filtre. Et attention, elle aime beaucoup écouter du Céline Dion. Donc, on se rappelle en début, je vous ai dit qu'elle avait fait des études en chant classique. Donc, peut-être qu'il y aura une demande spéciale à la fin. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais il fallait que je le dise. Donc, toute l'équipe du Réseau des lesbiennes du Québec aimerait vous remercier, mesdames. Remercier aussi celles qui sont à l'écoute aujourd'hui. C'est important. Remercier nos partenaires aussi, donc le Never Apart et la Banque TD. Et sur ce, je te cède la parole, Eugénie. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à une introduction aussi longue et malheureusement, mesdames, j'en ai pas une aussi longue pour vous trois, mais je suis très heureuse de passer la prochaine heure en votre compagnie. Je vais vous présenter tout de suite Monique Giroux. Bonjour Monique, on ne s'est pas salué avant. Salut. D'être là. Monique, qu'on peut entendre, entre autres, à Ici Musique, les dimanches après-midi, dès 16h, à l'émission Chant libre. Et on t'entend toujours un peu partout, Monique, mais sinon, on peut se brancher demain après-midi, déjà, à cette émission-là. Et même ce soir à 22h, si ça vous chante, parce que j'ai une émission un peu dans la marge le samedi soir de 10h à minuit qui s'appelle De l'autre côté de chez Monique, c'est-à-dire que c'est une facette... Maintenant, ça fait des années, donc on commence à la connaître, mais c'est une facette qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Avec des chansons en anglais puis de la musique classique. Et surtout qu'on n'a plus d'endroit pour sortir les samedis soirs, alors on peut encore plus écouter cette émission-là ce soir, 22h, au lieu d'être dans les boîtes, comme on dit. Ouais. Carolina Monrose. Allô, Carolina? Enchantée. Oui, productrice d'événements LGBTQ+, à Montréal et à l'international lorsque nous ne sommes pas en temps de pandémie, dont les soirées Her et Disconio. Je pense que je l'ai bien prononcé. Très bien prononcé, oui. Parfait, très bien, merci. Marie-André Ladvé, autrice, entre autres, de la série Trop sur Tout TV. Tu es derrière aussi plein de stand-up comique. Et si on rit souvent au Québec, c'est souvent parce que tu es derrière ces personnages-là qui nous font rire. Et tu es en train d'écrire aussi une nouvelle série dont on va parler pendant cette heure-là, qui s'appelle Sans rendez-vous. Allô, Marie-André. Allô, salut, contente d'être là.
Alors, c'est très spécial d'animer un panel au Zoomistan, là, ce nouveau pays un peu intemporel, COVID-free, et de ne pas pouvoir vraiment avoir ce contact physique-là avec vous, ni de savoir combien de personnes nous écoutent. Alors moi, je m'imagine des millions de personnes intéressées en ce moment par ce qui est la visibilité lesbienne en culture. Alors, je vous remercie de participer à ce moment-là avec moi. Puis, évidemment, c'est sûr que cette semaine, c'est assez spécial, tout ce qui se passe, parce qu'on est tous un peu préoccupés ou affectés par les causes de racisme et des communautés marginalisées partout dans le monde. Et quand on pense aux communautés LGBTQ+, je pense que c'est essentiel de souligner aussi l'apport surtout des Afro-Américains, des Afro-Américaines, et des personnes queer, des personnes trans qui ont permis au mouvement de prendre son envol. Entre autres, il y a une cinquantaine d'années. Cette année, on va fêter le 28 juin, le premier anniversaire de la parade de la fierté qui avait commencé à New York. Et je voulais juste commencer ce panel-là en soulignant leur rapport indéniable. Et comme membre de cette grande communauté, je pense qu'il faut être solidaire envers toutes les communautés marginalisées. Alors, c'était ma petite salutation du début de panel. Et aussi, je voulais faire écho, je ne sais pas si vous avez vu, mesdames, mais sur la page Facebook de la Journée de la visibilité lesbienne, on a remis les prix Hommage et Visibilité aujourd'hui à la politicienne et militante Manon Massé et à l'artiste DJ Glowzy. Et je vous invite à aller écouter leurs remerciements, évidemment, après tout ça. Entre notre panel et l'émission de Monique à 22h, vous pourrez aller faire ça sur la page Facebook. Mais je vais citer Manon Massé quand elle a dédié son prix aussi à toutes celles qui ne sont pas visibles parce qu'on tente encore de les cacher. Et c'est cette question de visibilité qui nous rassemble ici aujourd'hui, parce que la lettre L, qui est au début de l'acronyme LGBTQ+, moi, je considère que souvent, c'est une lettre qui est oubliée. Et c'est ce que je voulais aborder avec vous, le lesbianisme comme objet et non comme sujet. Et c'est peut-être quelque chose qui aurait passionné Freud, mais comme on ne pouvait pas le rejoindre aujourd'hui, ce sont vos lumières que je vais rechercher. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du premier personnage lesbien que vous avez vu dans la culture, que ce soit au cinéma, peut-être au théâtre, à la télé? Avez-vous un souvenir de ça? J'ai un souvenir assez précis, mais aussi très personnel, parce que cette personne qui a eu une grande incidence sur ma vie était, si on peut dire, dans la culture, puisqu'elle était à la télé. Elle était journaliste. Ça a été la première femme à faire le téléjournal à la télé en 1974. Il s'agit de Mira Cri. Et Mira n'avait pas fait son coming out. Elle l'a fait très discrètement dans un article d'Anne Richer, qu'Anne Richer lui consacrait dans la presse, sur le front de la presse, mais je ne sais plus, au milieu des années 90, tu vois. Mais bon, Mira Cri, c'était pas Céline Dion non plus, donc elle n'avait pas un fan club, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Tu sais, donc c'était quelqu'un qui avait on va dire, un répertoire assez pointu puisqu'elle travaillait dans des émissions d'information, tout ça. Sauf qu'elle habitait mon village. Okay. Et elle allait à la même épicerie que ma mère et donc que moi. Et elle était fascinante parce que c'était un personnage très Anouk Aimé, tu vois, très chic, qu'un vison, les grosses lunettes, tout ça, très comme ça, mais des bottes de skidoo en même temps. C'est très bizarre. Donc, dans l'épicerie du village à Oka, déjà, ça a attiré mon attention. Et j'avais capté dans une conversation de gens autour, ici, voisins, ma mère, je ne sais pas trop quoi, Mira Cri habite avec Solange, elles sont lesbiennes. Mais tu sais, dans 4-5 ans, tu as toujours l'oreille pour entendre les mots. Tu vois? Donc, j'ai fait c'est quoi lesbienne? Tu sais, ça aurait pu être anticonstitutionnel, je n'aurais pas catché ce mot-là. Mais ça m'a. Et tout simplement, ma mère m'a dit c'est une femme qui est amoureuse d'une femme. Donc, j'avais 4-5 ans. Alors, non seulement c'est devenu un personnage, parce que elle a attiré mon attention parce qu'on la voyait aussi à la télé. Tu sais, donc, elle était à la télé, dans mon épicerie. Déjà, c'était. Puis en plus, elle vivait avec une femme. Et en plus, elle avait 4 enfants d'un mariage précédent. Son mari est décédé. Bon. Et ensuite, elle a vécu avec Solange toute sa vie, d'ailleurs. Et
Donc, ça a été pour moi très tôt un modèle, un exemple, de qui j'ai pu me rapprocher en plus par le plus grand des hasards, mais on dit que le hasard a beaucoup de talent. Ouais. Je me suis retrouvée la 5e enfant de cette famille. Je devais avoir une dizaine d'années. Donc, toute cette famille, Mira et Solange, ont changé ma vie et m'ont ouvert toutes les portes, incluant celle de Radio-Canada et de la culture en général, à laquelle j'étais pas forcément, enfin pas confrontée, mais à laquelle j'étais pas forcément, que je fréquentais pas forcément dans mon propre milieu familial. C'est intéressant parce que c'est aussi la distinction que je souhaite qu'on fasse aujourd'hui. Il y a ces femmes-là qu'on sait qui sont lesbiennes, ou parce qu'elles l'ont dit, parce que, bon, que ce soit un coming out public plus tard. Et là, il y a ensuite cette représentation des lesbiennes à l'écran, par exemple, au théâtre. Et l'idée de modèle peut venir des deux, dans le fond. Ça peut venir des deux. Toi, tu parles de Miraki. Oui. Vous, Carolina, Marie-André, est-ce que c'est plus passé par des personnages fictifs, peut-être, votre premier contact, ou par des gens que vous connaissiez? Carolina, c'est vraiment un personnage fictif. Je m'en rappelle très bien. C'était, j'avais peut-être 12 ans, 11 ans. C'était le personnage de Caroline Néron dans Diva. Oui, moi aussi. Oui. Allô? Là, c'est une question de génération. Moi, ça me dit rien du tout. Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Sans rattrapage, Monique. On va trouver ça à quelque part. Okay. Ça n'a pas vieilli du tout. Et avec Karine Lemieux. Sam finit par se tuer en moto, là. C'est parce que ça finit souvent mal. J'avais peut-être 12 ans, puis j'avais jamais vu genre des femmes s'embrasser à la télé ou même j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça a fait comme un déclic. J'ai dit, oh my God, j'aime ça. Et puis, ça, je pense que c'est par rapport à un personnage comme, que je voyais toutes les semaines, que ça m'a fait un déclic, puis j'ai comme vraiment, je pouvais me rassembler. Je trouvais que je me ressemblais à ce qu'elle vivait, qu'est-ce qu'elle ressentait, qu'est-ce qu'elle pensait. Je suis comme, oh my God, je suis vraiment un peu comme elle. Alors, ça m'a emmenée à regarder et chercher plus dans la culture lesbienne. J'allais au Blockbuster, chercher des films lesbiens. Là, j'ai commencé à regarder tous les films lesbiens à cause de ça. Et puis, c'est la manière que j'ai fait comme mon communauté, en fait. Avant ça, je ne catchais pas qu'est-ce qui se passait dans moi avant de voir Sam dans Diva. C'est bon, je vais vouloir revenir là-dessus, puis sur le cinéma aussi, la représentation au cinéma, mais je voudrais peut-être entendre ton histoire, si tu en as une, Marie-André, par rapport à la représentation. Ben, moi, je sais pas, je me souviens pas des dates, je sais pas si c'est avant ou après, mais celui qui m'a marqué le plus, c'est le personnage joué par Isabelle Richer dans Jasmine. Ouais. Ça, moi, j'avais 14 ans, puis j'ai vu ça, puis je me souviens là, que je voulais regarder l'émission Au sous-sol. Puis regarder ça avec ma mère en haut. Puis je comprenais pas exactement non plus pourquoi, mais j'étais cette intrigue-là du personnage de Mariette qui était amoureuse de Jasmine, mais Jasmine avait d'autres chats à fouetter, puis elle était pas amoureuse d'elle. Je trouvais ça dramatique, puis j'avais comme réflexe de vouloir l'aider. Tu comprends? Moi, je trouvais que ça aurait pas dû être si difficile. Puis là, écoute, je prenais tellement au sérieux que mais comme tu disais tantôt, Carolina, c'était peut-être pas une évidence. C'est-à-dire, je pouvais pas comprendre exactement pourquoi. Tout ce que je savais, c'est qu'il n'était pas question que j'en rate une. Puis j'avais envie de la protéger. J'avais envie de... Tu sais, bon, après ça a teinté toutes mes relations par la suite. Mais j'avais envie d'en prendre soin. C'est ça dont je me souviens. Sinon, peut-être avant, mais plus en blague un peu, c'est le personnage de Geneviève dans Bébé Geneviève. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Je suis convaincue qu'elle était lesbienne. Mais non, mais moi, avec le recul, bien sûr que oui, en tout cas. J'avais un gros kick sur elle. Puis elle avait un voisin, le locataire, qui tripait dessus, puis elle n'en faisait pas de cas. Fait que, elle avait un stagiaire... Ça se peut pas qu'elle soit juste pas intéressée. Elle est lesbienne. Non, il y a plusieurs raisons. Elle avait un stagiaire extraterrestre. Donc, pour l'ouverture d'esprit, je pense que ça nous en dit beaucoup.
Faudrait qu'on écrive aux auteurs, voir. Non, mais je fais des blagues, mais j'avais un gros kick dessus, puis je pense qu'il y avait le fait qu'elle vivait toute seule, c'était une artiste dans un... Enfin, c'est pas un personnage officiellement lesbien, mais moi, je pense que oui. C'est intéressant parce que, Carolina, tu dis, après ça, j'ai voulu aller voir tous les films d'histoire lesbienne. J'ai eu un peu le même réflexe pour rapidement me rendre compte à l'adolescence, puis dans ma vie, puis même maintenant, je crois que ça commence à changer, mais qu'il y avait une différence quand même notable entre la représentation des lesbiennes au cinéma, par exemple, et la représentation des hommes gays. Souvent, j'avais l'impression que les lesbiennes, c'était soit très dramatique, justement, là, comme la fin dans Diva. Là. Soit il y avait quelque chose d'un peu honteux, ou encore c'était toujours dans fantasmé, vu par le regard souvent d'un homme, ou un état passager. Est-ce que vous aviez un peu la même lecture de ça? Mais la majorité des films, c'est toujours comme ça, comme tu dis. Ça finit toujours par un drame ou c'est juste un passage, comme tu disais, qui finit par être avec un homme. C'est souvent toujours le même narratif, toujours la même histoire. Alors, mais en même temps, moi, je suis scénariste, puis je veux dire, il faut qu'il arrive des drames. Quand on analyse ça d'un point de vue lesbien, c'est sûr qu'il y a tellement peu d'exemples que ça devient une évidence que c'est dramatique, mais ce sont des ressorts dramatiques qui sont présents ailleurs aussi. Sauf que ce qui est un peu décevant, c'est que les histoires se ressemblent toutes. Puis qu'il y a souvent un regard non homosexuel ou hétérosexuel à la base qui est derrière le clavier, donc c'est sa perception. Puis donc, c'est un problème de diversité de perception qu'on a eu longtemps, qu'on commence à avoir moins, mais qu'on a quand même encore. Et d'ailleurs, Vas-y, Monique. Non, j'allais dire qu'au-delà du fait qu'en effet, ça prend des rebondissements, j'imagine, dans une série, quand on les écrit, tu dois le savoir mieux que personne. Mais c'est vrai que c'est très, très souvent tordu aussi. Hein. On a une multitude d'exemples de couples hétéros dans toutes sortes de téléséries depuis 1952 que la télé était créée, en tout cas chinois Radio-Canada, mais il y a eu plein de couples heureux dans des histoires à rebondissements néanmoins, mais pas forcément tordu. J'ai pas fait d'études mathématiques, là, mais c'est vrai que le pourcentage d'histoires lesbiennes tordues, c'est quand même assez élevé. Je dois dire que honnêtement, moi, je ne me reconnais pas très souvent dans ces histoires-là, que je vois bien qu'il s'agisse de couples de filles. Mais bon. Mais tu vois, moi, ma grande frustration, on dirait, quand j'étais ado, c'était de voir que s'il y avait un personnage d'homme gay, c'était souvent, c'était aussi plein de préjugés, là, c'était souvent le meilleur ami gay, par exemple, mais lui, il n'était jamais question, on n'avait jamais de doute sur son orientation, tu sais, jamais on allait l'imaginer avec une fille soudainement, tu sais, alors que les femmes lesbiennes, on était comme, mais peut-être que cet homme pourrait soudainement te charmer. Alors, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir besoin d'un modèle, puis ça m'amène à... C'est très souvent comme ça dans la vie aussi, hein? C'est pas que dans la culture. C'est très... Hein? C'est vrai. Surtout en tant que représentation féminine, quand les femmes sont féminines, il faut que je fasse toujours un coming out à chaque semaine ou quand je rencontre quelqu'un de nouveau. C'est comme, il faut toujours se réaffirmer, je trouve, plus qu'un homme. Oui, tellement l'hétéronormativité est forte aussi. Là, on a toujours... Mais donc, ce besoin de modèle-là, ça m'amène peut-être à ton coming out, Monique, au micro de Christiane Charette en 2006. En fait, j'aimerais ça t'entendre parler sur ton état d'esprit à ce moment-là. Est-ce que... il y a un petit vertige. C'est très amusant parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas prémédité. Alors, je vous mets en contexte. Christiane Charette fait de la radio depuis des années. Elle quitte pendant des années et fait un retour. Moi, je suis à l'antenne quotidiennement l'après-midi. Elle va reprendre son micro du matin. Elle occupait à l'époque le créneau qu'occupe aujourd'hui Pénélope McQuaid. Donc, grosse émission, tout ça. Bon. Et Christiane est une amie de longue date. Déjà à ce moment-là, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc c'est toute ma vie. D'ailleurs, je ne m'en suis jamais cachée à personne de mon entourage. J'ai juste pas eu l'occasion de le dire publiquement parce que ça ne s'est pas présenté. Mais j'ai non plus jamais fait de circonvolution pour éviter d'en parler. Donc, elle vient en studio et puis elle est invitée en prévision de son retour à l'antenne.
Et puis, spontanément, on est en direct et je lui dis, je n'avais pas parlé de ça avant, j'ai dit, ben, tiens, on va changer de chaise, viens t'asseoir à la place de l'animatrice et puis, comme ça va te faire un tour de répétition. Oh non, non, non. Puis j'ai dit, mais si, on se lève et on change de place. Je m'assois à la place de l'invité, elle s'assoit à la place de l'intervieweuse. Et de but en blanc, sans, mais vraiment, hein, le micro est ouvert, on est live. Et elle dit, quand on t'écoute, est-ce qu'on sait tout de toi? Et là, je la regarde avec un grand sourire dans mes yeux. Je dis, toi et ma maudite. Mais au fond, ça me fait plaisir, ça m'amuse, je trouve ça wise, puis je trouve ça marrant. Alors, mais cela dit, aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'elle ne l'a pas fait dans ce but-là précis, que je fasse mon coming out. Elle n'est pas comme ça, Christiane. C'est quelqu'un de très délicat, puis elle n'est pas du tout... parce que ça aurait pu, bien qu'elle me connaissait, ça aurait pu me mettre très mal à l'aise, tu vois. Ouais. Mais pas du tout. Bon, bref. Alors, je lui dis, ben, écoute, ce qu'on sait, c'est la vérité, mais on ne sait pas forcément tout. Ah bon, tu as un jardin secret, me dit-elle. Et je dis, ben, tout comme toi, d'ailleurs. Parce qu'elle vit avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui ne parle qu'anglais. Tu sais, bon, on ne sait rien de sa vie personnelle. Donc, comment? Il parle français quand même un peu. Oui, il parle français. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Elle vient d'un milieu très anglophone, ça. Et on n'a rien contre, au contraire. Cette femme est absolument charmante. Et bref, donc, j'ai dit, mais tout comme toi, Christiane, et puis j'ai dit, mais invite-moi à ton émission, j'irai te raconter ce qu'il y a dans mon jardin secret. Alors là, il y a une chanson qui démarre, puis là, elle me dit, ah, mais t'es sûre? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu insinuais? J'ai dit, oui, absolument, avec plaisir. Donc, je n'avais absolument pas prévu ça, c'était pas dans mon agenda de vie, mais j'ai jamais non plus, je me suis jamais inventé de mari, puis de faux conjoints, là. Mm-hmm. Mais ça s'était jamais présenté. Aussi parce que, pour les mêmes raisons que Mira, en fait. Tu sais, c'est pas moi qui fais la une des co-vedettes. Je veux dire, d'ailleurs, j'ai fait le Journal de Montréal le lendemain de mon coming out chez Christiane. Mais est-ce que ça t'a dérangé, ça? Cette attention médiatique suite à ça, par exemple? Ben non, je m'y attendais un peu, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. Mais vraiment, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai eu des centaines de lettres, de fax, de courriels, de gens qui me remerciaient, enfin, des témoignages formidables. Il y a eu un seul, quand même, sur le lot, un seul courriel qui était un peu, mais qui n'était pas méchant en même temps. C'était de l'humour un peu niaiseux, mais qui disait, mais comment avez-vous pu sortir du placard? Comment avez-vous pu sortir du placard, vous qui n'êtes pas en mesure d'y entrer, faisant référence à ma taille, tu vois? Bon, ça m'a fait rire. Voyons donc. Et ça a juste confirmé que dans ma vie, j'avais beaucoup plus souffert de mon poids que de mon orientation sexuelle, tu vois. Donc, ça m'a fait sourire. Je me dis, bon, voilà. Mais, tu sais, j'ai pas eu à être confrontée à quoi que ce soit comme commentaire homophobe, si tu veux. J'ai eu, au contraire, beaucoup de témoignages parce que je pense aussi que ça tenait de la façon dont je l'ai fait, dont je l'ai dit. On a parlé avec Christiane la veille de l'entrevue qui a eu lieu 2-3 mois après qu'elle soit venue à mon émission. On s'est parlé longuement, puis j'ai dit, Christiane, je ne veux pas faire de spectacle avec ça. Ça va être d'une grande simplicité. Je vais simplement dire aux gens les choses telles qu'elles sont, puis voilà, that's it. Puis je vais leur demander rapidement, dans la même phrase, du même souffle, est-ce que si vous aimez ce que je propose dans l'émission, est-ce que ça change quelque chose à votre perception que vous avez de moi maintenant que vous savez ça? And by the way, je vais en faire un deuxième. Je suis souverainiste indépendantiste pour l'indépendance du Québec. Lequel de mes deux coming out vous flabbergaste le plus? Tu vois? Alors, puis ça s'est fait comme ça, légèrement, et aussi simplement que ça, sans tumulte et sans effet collatéraux. À ce moment-là, au Québec, il y a peut-être Agnès Maltais et toi qui êtes des femmes lesbiennes dans l'œil du public. Est-ce que... Clémence Desrochers, un petit peu. C'est vrai, Clémence. Clémence disait, j'aime Louise, j'aime une femme, j'aime pas les femmes, mais sans... machin. Tu as raison. Mais vous n'êtes pas nombreuses, c'est ça? Non. En 2006, là, il y a 15 ans, non, en effet. Est-ce que tu t'es dit, je vais servir de modèle ou je vais essayer de rendre ça plus... Oui, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été dit, très rapidement, le très regretté Laurent McKitchen m'a téléphoné dans les jours qui ont suivi pour me demander si je voulais être porte-parole pour la Fondation Émergence et pour Gay Écoute.
si j'étais d'accord pour aller plus loin dans la démarche. Puis évidemment, j'ai dit oui. Donc, j'ai eu au fil des années, j'ai fait des rencontres avec des groupes lambda, avec des jeunes. J'ai fait un tas de choses, avec la Fondation Émergence et tout ça. J'ai eu le prix après, longtemps après, en 2015, de lutte contre l'homophobie. Puis, je veux dire, mais je te promets que ça a été très insouciant, aussi simple et fluide que ce que je vous ai raconté. Christiane qui dit « Est-ce qu'on sait tout de toi? On sait tout. Ce qu'on sait, c'est la vérité, mais on ne sait pas forcément tout. » Une fois que tu as dit ça, tu ouvres la porte, tu rentres dedans, puis je veux dire... Et plusieurs m'ont dit « Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a soulagé? » J'ai dit « Franchement, je n'avais pas besoin d'aide. J'ai cette chance-là d'avoir toujours très bien vécu avec qui je suis. Dans un entourage, dans un environnement qui me permettait de vivre ça comme ça aussi, professionnel et personnel et familial. Je ne m'en étais jamais cachée. À partir de l'âge de 16 ans, tout le monde autour de moi le savait, c'est-à-dire en 79, là, ce qui est quand même pas, c'était pas très courant. Là. En même temps, je me promenais pas avec une pancarte, tu vois, mais je m'en cachais pas non plus. Mais ça, c'est intéressant parce que je t'ai entendu dire quand même, je pense que tu le répéterais toi-même, là, mais qu'après ça, toi, tu as réclamé le droit à l'indifférence. Ben oui. En fait, ce que je disais, je l'ai fait ça dans un article de Nathalie Petrovski. Pour la presse, je faisais autre chose, un truc au Festival Montréal en Lumière, puis elle m'a emmené là-dessus. Et très souvent, encore aujourd'hui, quand je fais une entrevue pour quelque chose, la fête des mères avec En direct de l'univers il y a 3 semaines, quelqu'un d'un journal, je ne sais plus lequel, un journal à Potin, on parle de tout ça, très bien, machin. Puis juste avant de raccrocher, ah oui, and by the way, comment ça va avec votre blonde? J'ai entendu que vous étiez grand-mère. C'est bon. Puis, ah oui, on est grand-mère, puis ça va bien. Puis, ah oui, rappelez-moi son nom. C'est bon. Je ne sais pas dans quelle mesure on m'emmènerait là-dessus si j'étais avec un mari et puis qu'on était grands-parents. Là, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on l'a su, une fois qu'on y va, on ne recule pas, quoi. Hein? Y a un collègue... ex-collègue de Radio-Canada qui a fait son coming out à un moment donné, un journaliste. Mais lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu aller plus loin. Il a fait son coming out. Et puis, moi, je lui avais dit, parce qu'on a... Ça s'est produit aussi. C'est-à-dire qu'en coulisses, on me disait alors comment tu as vécu ça, des collègues, tu sais, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas? Ariane, en 2006, Ariane avait quand même 14 ans de moins, là, elle n'avait pas encore fait son coming out. On en a beaucoup parlé ensemble, elle hésitait, elle voulait, elle n'était pas sûre. Donc ça, qu'est-ce que tu veux, c'est une question extrêmement personnelle, hein? Mais oui, je pense qu'il fallait aller plus loin, Puis j'ai toujours été très touchée de rencontrer les jeunes, en effet, qui la plupart du temps, cela étant dit, les jeunes lambda que je rencontrais ne me connaissaient absolument pas. Donc, ils ne savaient pas c'était qui Monique Giroux du Canada, tu sais. C'était pas du tout, là. Ils n'écoutaient pas ce que je faisais du tout, tu sais, mais je restais quand même une femme de mon âge en train de leur parler de notre situation. Il y a ces deux tangentes-là quand on est une personnalité publique ou qu'on fait un métier un peu public. Il y a soit, oui, je suis gay, je suis homosexuelle, mais c'est comme une caractéristique parmi tant d'autres dans ma vie. Puis après, il y en a d'autres qui décident de mettre ça de l'avant. Et j'en suis depuis récemment, je pense, de dire, chaque fois, elle l'a dit en intro, à chaque fois que je peux le dire, je vais le dire. Puis pas parce que je veux dire, wouhou, je suis gay, mais juste pour rappeler que c'est une possibilité dans la vie. Oui, pour ne pas le cacher, puis pas faire semblant. C'est ça, exactement. Oui. Mais en fait, c'est comme ça qu'on vient à l'indifférence. L'indifférence dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, en fait. Quand je disais je réclame le droit à l'indifférence, je ne me considère pas différente de quiconque. Je suis différente de tout le monde. Je suis différente, pas parce que je fais partie d'un groupe marginal, je suis différente parce que je suis moi, parce que je suis née le 5 septembre 63, parce que je suis née de mes parents, parce que j'ai grandi dans mon milieu, parce que j'ai fait mon métier, parce que je suis qui je suis. Je veux dire, il y a autant de particularités et de différences qu'il y a d'humains sur Terre. Donc, on est tous pareils et tous extrêmement différents avec toutes nos particularités. Et c'est ça que je
je défends, que je réclame le droit. Non, moi, j'ai pas besoin d'accepter ma différence. J'ai pas besoin qu'on accepte ma différence. Je j'ai pas à me plier en 8 pour qu'on accepte ma différence. Quelle différence? En quoi suis-je différente de qui? De mon voisin, de mon collègue, de mon patron? Je ne me considère pas différente. Carolina, Je veux qu'on soit indifférent à ça. Je veux qu'on s'intéresse à ce que je fais. Si je fais quelque chose de sympa, si je fais une émission que les gens aiment, tant mieux. Je veux dire, si j'écris quelque chose qui peut... si je peux faire des gestes d'être humain qui font avancer l'humanité, bon, soit tant mieux qu'on s'intéresse à ça. Mais à mon orientation sexuelle, moi, personnellement, je trouve que c'est d'aucun intérêt. Et qu'on réclame moi, je respecte. Mais justement, je ne m'en cache pas non plus. J'ai dit à la fête des mères, j'ai souhaité bonne fête des mères à ma blonde. Je l'ai remerciée de m'avoir fait grand-mère parce que moi, j'ai pas d'enfant. Elle a 2 enfants. Sa fille a eu un bébé. Donc, je suis grand-mère. Je suis passée sans réclamer mon 200 Monopoly, tu sais. Et donc, je l'ai dit simplement, mais vraiment, sans même y penser avant. Parce que ça m'est venu là, puis voilà, puis j'ai eu aucune réaction négative, juste des « Ah, félicitations, c'est bien, vous allez voir une grand-mère, c'est cool. » Carolina, toi, tu as fait du lesbianisme, là, mettons, ton pain et ton beurre. C'est-à-dire que tu as travaillé pendant quelques temps pour l'application Her, qui est une application de rencontre juste pour des femmes. Tu organises aussi des parties juste pour les femmes queer, bisexuelles ou lesbiennes. Est-ce que c'est important pour toi, justement, de réclamer peut-être le droit à l'indifférence, mais en même temps de dire, d'organiser des trucs juste pour les femmes lesbiennes puis de mettre ça de l'avant quand même? Oui, c'est important. Je trouve que qu'est-ce que je fais, ça donne... c'est important pour les femmes de pouvoir rencontrer d'autres femmes, en fait, envers qui se reconnaître et rencontrer d'autres femmes comme elles, parce que moi, j'avais vraiment pas ça quand j'ai grandi. Moi, j'ai fait mon coming out très, très tard dans la vie parce que, exactement, j'avais que des amis straight et j'avais vraiment pas accès aux soirées ou peut-être que j'en étais juste pas au courant. Fait que je sortais pas dans les endroits gays et j'avais aucune référence. Donc, c'est la raison pour laquelle ça m'a pris du temps. Donc, ouais, moi, c'est ce que je fais. Je suis militante dans la communauté et puis tout ce que je fais dans mes journées, c'est par rapport à la communauté LGBTQ. Je fais des soirées aussi plus mélangées, donc avec tout le spectre LGBTQ et aussi des soirées que pour les femmes parce que c'est important. Les femmes, je trouve qu'il y a certaines femmes qui aiment vraiment être qu'entre elles et d'autres qui, ça leur dérange pas, qui aiment aussi avoir leur ami gay qui sortent avec elles. Donc, j'aime ça faire un peu des deux, mais c'est important de garder l'espace que féminin dans la communauté. Qu'est-ce que ça permet d'avoir des espaces que féminins, justement? Qu'est-ce que tu vois comme différence, par exemple, avec d'autres soirées mixtes? C'est sûr que l'ambiance est vraiment très différente. Le vibe est différent. Il est déjà plus intime, je trouve. C'est plus intime et on dirait que c'est plus comme un gros crowd qui est ensemble. Et puis, je pense que c'est vraiment ça. C'est plus intime et les femmes se parlent plus entre elles que les crowds sont plus mélangés. C'est sûr, les gens vont rester avec leur groupe d'amis comparément aux femmes, aux crowds que féminins. Est-ce que tu as déjà senti que même si, par exemple, tu étais acceptée dans un groupe d'amis ou dans un milieu professionnel, est-ce que tu as déjà senti qu'on te disait « Bon, encore un projet sur les lesbiennes » ou « Encore un projet où tu mets de l'avant la culture queer ». Est-ce que tu as senti une espèce de fatigue ou de malaise dans ton entourage où il y a autre chose aussi? Jamais? Jamais, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Puis je pense que les gens pensent aussi qu'il n'y a pas assez d'événements. Au contraire, les gens m'écrivent, c'est quand la prochaine soirée? Les gens veulent vraiment en avoir une à chaque week-end, mais des fois, quand ça arrive, les gens ne sortent pas. Alors, je ne pense pas qu'on peut vraiment en faire une à tous les week-ends ou avoir même j'ai des commentaires que les gens aimeraient ça qu'il y a un bar c'est un bar lesbien comme dans Temps Sisters. Mais je pense que c'est très... C'est difficile à garder. Je ne pense pas qu'il y a assez de femmes qui sortent pour qu'un bar féminin reste en vie. C'est partout dans le monde. Il reste peut-être une dizaine partout dans le monde.
That's crazy. I'm going to switch in English for a moment because I know you have some people that are watching that are mainly Anglophones, but I feel that that's so crazy because in Montreal, we don't have any lesbian bars anymore. Yeah. But do you see them like in Toronto or elsewhere, or is it? Oh, to be honest, there's a few. Like I said, there's probably 20, or probably less than 20 lesbian bars solely for women that are left in the world. And I feel like it's because women tend to, meet somebody and then stay home. Once they really go out. The classic, good old lesbian. So true. They meet somebody, they go out to meet somebody, and then they stay home. They make their little cocoon, have their babies, and if that doesn't happen, that relationship doesn't work, they go out again to meet somebody else. So I feel like that, like with men, there's a lot of gay bars because men will still go out with their partner. They'll still go out party every weekend with their partners. Lesbians don't really tend to do that. So that's probably why the reason like the lesbian bar culture is dying. It's so interesting because I never thought of it that way, I think. And now that I think of my own habits, I'm like, it might be true. But I always thought it was like an issue of visibility. Like people, like women especially, they don't really want to be tagged like a lesbian, or they're afraid of jokes. Do you see that also, or? No, not at all. To be honest, I see it happen because when I do events, I see everybody that comes. I know most people, and I see that, and then they disappear. And when I see them or I reach out to them, and I find out they've met somebody and they've stopped going out. And then when they come out again, it's because they're single. It's the pattern, and it's like this for years. All right. Thank you. I'm gonna think about that. Marie-Andrée, j'en ai parlé au tout début. Tu es en train d'écrire, je pense même que tu es très bien avancée. Là, je sais plus qu'est-ce que j'ai le droit de dire, mais bref, cette série qui s'appelle Sans rendez-vous. Une série qui, je pense, depuis peut-être Jasmine, est une des premières séries au Québec où il va y avoir un personnage principal lesbien, joué par Magali Lépine-Blondeau, la seule Lépine-Blondeau pas lesbienne de la famille. J'ai plusieurs questions. Oui. La première, c'est, donc toi-même, tu es lesbienne, tu crées cette série-là. Est-ce que la sexualité ou son orientation sexuelle va être quelque chose d'important dans la série? Eh boy! C'est une grosse question parce que la série n'est pas tournée encore. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui ressort avant qu'on ait vu des choses. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une série sur la santé sexuelle. Donc, la vie sexuelle et la sexualité de tous les personnages vont être mis de l'avant. La sienne, bien sûr, puisque c'est le personnage principal, mais contrairement peut-être à d'autres personnages, dans son cas à elle, on élargit parce que c'est le personnage principal, donc on touche à tous les aspects de sa vie. Alors que parfois, il y aura des personnages peut-être secondaires sur qui on va s'attarder au niveau de la sexualité, mais elle, c'est quand même un éventail très large. En tout cas, c'est rapidement, quand j'ai commencé à écrire la série, ça m'est apparu évident que ce qui était le plus intéressant sur elle, c'est pas sa sexualité. Fait que, mais ça, c'est parce que dans la vie, je pense aussi que c'est très rare que ce qui est le plus intéressant chez quelqu'un, c'est sa vie sexuelle. En tout cas, ça peut être anecdotique et très intéressant, mais c'est pas ce qui fait la personne. Sur pourquoi.com, c'est tout. Sinon, dans la vie, effectivement, c'est pas la chose la plus intéressante. Mais est-ce que tu as eu l'impression que que tu fais un acte militant en écrivant cette série-là? Et pour être honnête, la série est basée sur une web-série australienne. Hein? Ouais. Donc, ça m'a été présenté. Moi, après, quand j'ai eu terminé Trop, c'était certain que le prochain projet, la prochaine série que j'allais écrire allait mettre en vedette un personnage lesbien. Ça, c'était décidé pour moi. Pourquoi? Parce que je l'avais pas fait pour ma première série pour plein de raisons, puis parce que, l'histoire que j'avais en tête dans la série Trop, c'était vraiment deux sœurs hétérosexuelles. C'était une série sur la maladie mentale. Je voulais m'attarder à ça et je voulais m'attarder
il y avait aussi, il y avait des gens que je connaissais qui m'ont inspiré un peu la série. Donc, tu sais, c'était pas, ça a pas été dans mes thèmes abordés nécessairement. Quoique la différence était mise de l'avant. Donc, dans mes projets, c'est sûr que les minorités, les gens qui vivent qui sont ostracisés ou tout ça, ça va toujours être là. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je vois de la vie. C'est mon filtre à moi, c'est ça que je remarque le plus. Ce sont les gens qui m'intéressent le plus aussi. Donc, mais là, je voulais parler de ce que dans la prochaine série, je voulais parler de ce que je vis. Et ça fait 9 ans que je suis en couple avec ma blonde. Je suis devenue compétente. On veut parler de ce qu'on connaît, on veut parler de ce dans quoi on est compétent. Attends, mais excuse-moi, t'es devenue compétente dans... Non, mais parce que j'avais pas l'intention, je savais pas que j'allais devenir une bonne amoureuse, moi, dans la vie. C'était pas dans mes plans. Donc, c'est une surprise pour moi de vivre en couple pendant 9 ans avec quelqu'un. Puis, c'est ce que je découvre là. Mon plan de match, c'était de devenir scénariste, mais pas nécessairement en couple durable et stable, tu vois. Et donc, c'est sûr que je veux parler du couple. C'est celui que je connais le mieux, c'est le mien. C'est sûr que ce ne sera pas que le mien qui sera mis en scène dans le show. Mais donc, c'était nécessaire pour moi de mettre en scène un personnage lesbien. Maintenant, il est arrivé un projet qui m'a été proposé par Fabienne Larouche. Et Fabienne Larouche m'a dit il y a une web-série australienne qui existe, j'ai capoté là-dessus, regarde ça, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses. On pense à toi pour l'écrire, puis on aimerait ça en faire une série. Donc, ce sont des petites capsules de 5 minutes. Donc, un très petit projet comparé à ce que nous, on fait. Mais le personnage était gay. Le personnage principal était une fille lesbienne. Donc, ça m'a donné, disons, ça a validé mon idée à l'avance. Donc, ça m'a donné de la force. Donc, est-ce que c'est militant? Non, parce que, bon, dans les circonstances, ça m'a juste donné le droit, peut-être, d'arriver à Radio-Canada et de dire, voici ce que moi, je veux faire, et sans gêne, parce qu'en plus, vous avez, bon, disons, pas un exemple, mais vous avez visuellement quelque chose qui existe, sur lequel vous pouvez vous baser pour peut-être vous faire une idée. Pas nécessairement que j'en avais besoin, peut-être qu'ils auraient accepté from scratch n'importe quelle de mes idées, peu importe, mais moi, ça m'a donné de la confiance. Puis après ça, il n'y a pas juste un personnage lesbien dans la série, il y a un personnage non-binaire, il y a toutes sortes de puis ça a fait en sorte que moi, je me suis présentée là avec peut-être plus de confiance. Parce que moi, j'ai pas la confiance de... Tu sais, moi, je vis avec ma blonde Judith Lucier qui elle, a du guts, puis elle a du courage, puis elle... Moi, j'ai une personnalité plus, disons, pour le compromis, et je suis une bonne médiatrice, et je sais que tout le monde soit content. Donc, c'est pas dans ma nature de militer nécessairement. Oui, ça fait de vous un peu un power couple en termes de militance et de représentation lesbienne au Québec, là, mais... Bien, c'est-à-dire que c'est l'inspiration. J'admire ce que fait Carolina justement pour ça. Moi, c'est sûr que je suis cachée derrière un clavier puis des personnages, mais c'est sûr que là, bon... là, maintenant, la série, bon, si elle est tournée, hein, on s'entend que c'est pas fait, là, mais il faut que... Oui, à cause de la COVID, il faut le dire, là, ça aurait dû être cet été, puis présenté un peu plus tard sur tout.tv. Mais là, COVID, tout... c'est ça. Donc, finalement, je me sens pas dans un projet militant du tout parce que je suis très trop occupée à autre chose, à penser à autre chose, à le faire bien, puis bon. Mais je suis très contente, ça, c'est sûr. Je voulais quand même rectifier quelque chose parce que ça va être sur tout.tv. Il y a aussi Féminin qui a été une série qui met de l'avant que des personnages lesbiens et queer et trans et non-binaires qui était, en tout cas, moi, quand j'ai reçu ça comme jeune adulte, j'étais genre « Wouhou! Alléluia! » Enfin, tu sais, comme une émission qui va pas juste... qui présente plusieurs spectres aussi. Fait qu'en tout cas, je pense qu'il faut quand même que je le spécifie. Et si vous n'avez pas vu ça, les gens qui nous regardent, vous irez voir ça entre nous et l'émission de Monique, encore une fois, à 22h ce soir. J'ai fait une petite apparition dans oui, c'est ça. Ouais. Et à vous trois... propriétaire d'appartement. Oui, c'est ça. Un petit caméo bien apprécié ouais. Pour ceux et celles qui savent. À vous trois, on a quand même un trio intéressant parce que Marie-André, donc tu dis tu es derrière le clavier. Toi, tu pousses tranquillement des gens devant pour parler de ça comme tu peux. C'est pas la personne qui est plus à l'avant-scène.
Carolina, t'organises, tu permets aux femmes de se rassembler, de créer ces espaces-là. Monique, est-ce que tu as senti, toi, que quand tu interviews, parce que tu as interviewé comme tout le monde, je pense, depuis 2000 ans, toutes les chanteurs français. C'est peut-être un peu exagéré, là, mais... Ce que je veux dire, c'est que tu as rencontré des gens qui étaient, selon les époques aussi, parce que tu le mentionnais toi-même, là, tu sais, à l'aise plus ou moins avec leur sexualité, quand c'était le cas, par exemple. As-tu l'impression qu'avec sans te mettre de l'avant, quand tu rencontrais des gens qui sont membres de la communauté LGBTQ+, tu avais une connexion peut-être un petit peu plus facile avec ces gens-là? Ben, c'est sûr, parce que, écoute, je te dirais que jusqu'à la fin des années 90, la question ne se posait pas, de façon générale. Donc, ne se posait pas non plus en particulier dans les entrevues ou dans les rencontres que j'avais. Tu sais, je pense à des artistes comme Pierre Lapointe, par exemple, que j'ai connu à la fin des années 90. Je présumais que Pierre était gay. On a été très proches très vite, mais il n'était jamais question de ça, ni de près ni de loin à l'antenne. Et c'est pas non plus le genre d'entrevue que je fais, tu vois. Mais encore une fois, je n'évitais pas la question. C'est juste que c'était pas l'objet du travail que je faisais. Chacun a fait son chemin. Ariane, Pierre... j'ai vu au fil des ans, parce qu'en effet, j'ai commencé à CIBL en 86, puis à Radio-Can en 93, 92, à faire des entrevues. C'est sûr que quelqu'un comme Eddie De Pretto ou Christiane and the Queens, je recevais pas ces personnages. Il n'y en avait pas. Je veux dire, c'était pas... en tout cas, c'est pour ça que je pas en faisais la chanson blague de francophone, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'était vraiment juste pour signifier que c'est ça, ça fait 20 ans que tu es en... Plus que ça, là, on est en quelle année? Ben, 25, 30 ans que tu en fais des entrevues. Les mentalités ont changé depuis. Bien sûr, absolument, tout à fait. Et il y en a beaucoup pour parler de mon chum, ma blonde, aussi franchement qu'on le fait toi et moi à l'antenne. J'ai fait une grande entrevue, un grand entretien avec Christine and the Queen qui s'appelle en réalité Héloïse. Et, j'ai pas eu besoin de lui dire je suis lesbienne, sois très à l'aise. Parce que de toute façon, là, on prenait pas le thé. Là, on était en entrevue pour des dizaines de milliers de gens, tu sais. Fait que... Donc, mais on le sait, on le sent. Et je sais qu'elle est allée plus loin que jamais parce qu'il y avait cette confiance-là. Elle savait, que de toute évidence, je ne la jugeais pas, que j'allais rebondir sur ses réponses pour l'emmener ailleurs, pour aller plus loin. Donc, toute son histoire avec les drag queens de Londres, elle est allée quand même assez loin. Je ne l'ai pas entendu souvent en entrevue raconter aussi franchement, puis de manière aussi sincère et aussi spontanée ce qu'elle avait vécu, qui elle était. Pareil pour Eddie De Pretto, qui lui-même ne s'est jamais enfargé dans les fleurs du tapis depuis tout début du premier jour où on le connaît, tu sais. C'est un témoignage de ce lien de confiance qu'on peut créer. Donc, des fois, quand on est entre nous aussi. Là, il y a le fait de mes 56 ans aussi. Pour ces deux artistes-là, par exemple, dont je pourrais être probablement la mère, la jeune tante, je ne sais pas quel âge, disons exactement, je ne me souviens pas, mais oui, je pourrais être la mère certainement des deux. Donc, il y a ça aussi qui joue. Tu sais, la confiance, l'expérience, t'es sûr qu'il y a quelque chose de rassurant dans le regard, dans les silences, dans les sourires. La radio, c'est ça aussi. On fait juste opiner du bonnet, on sourit, on regarde d'une certaine façon. Et il y a beaucoup de choses qui se disent et qui passent dans ces silences-là, finalement. Et je pense que oui, en effet, certainement. Oui, certainement. On a bientôt terminé. Je pense qu'on va prendre des questions, mais j'ai une question épineuse peut-être à vous poser, que j'aurais peut-être dû commencer avec ça. Mais je reviens à Carolina quand tu disais qu'un de tes modèles plus jeunes, c'était Caroline Néron dans Diva. Moi, je me souviens d'avoir été très déçue d'apprendre que finalement, Caroline Néron elle-même n'était pas lesbienne.
c'était comme, je l'ai vécu presque comme une trahison de duo de mes 10 ans. Je sais pas j'avais quel âge. Puis, Marie-André, j'ai fait une blague, mais ton personnage, donc, de Sans rendez-vous, qui va être joué par Magali Lépine-Blondeau, qui est ma sœur, là, je n'est pas lesbienne. Est-ce que vous, parce est-ce que vous trois, je voudrais vous entendre rapidement là-dessus, c'est un débat qui fait rage quand même au sein de la communauté puis à l'extérieur, mais est-ce que c'est important pour vous que la visibilité des femmes lesbiennes, justement, aille au-delà du personnage qu'on peut voir ou d'une chanson qu'on peut entendre d'un personnage à la télé, qu'il soit réellement incarné par les personnes qui portent ces personnages-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis vous avez le droit d'avoir des réflexions nuancées. Puis Marie-André, je ne le dirai pas à Magali, peu importe ce que tu dis. Ah non, mais moi, c'est un sujet, c'est une critique qu'on entend que tu sais, que depuis quelques années, puis ça m'interpelle, puis ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Moi, pour l'instant, du moins, à l'heure où on se parle, la définition pour moi d'un acteur, c'est quelqu'un qui peut tout jouer, puis je veux que ça demeure. Fait que c'est sûr que pour l'instant, c'est une critique ce que j'entends de cette critique-là, c'est qu'on veut que les personnes de la communauté LGBTQ aient plus d'opportunités de travail. Puis ça, je suis d'accord, je suis d'accord, on a besoin de ça. Maintenant, moi, dans cette critique-là, étant donné que je suis scénariste, quand on écrit une série, il y a plusieurs combats à mener. D'idées, il faut, moi, je mène des combats qui sont peut-être pas si visibles que ça à l'écran, ou en tout cas qui des fois le sont, et puis je suis fière de ça, puis j'ai aucun complexe, moi, à présenter Sans rendez-vous avec Magali. Au contraire, quand j'ai su qu'elle avait dit oui, c'était une grande joie, là. C'est un immense talent qui va apporter son intelligence à la série et, entre guillemets, à la cause. Même si c'est pas ce qu'on attend d'elle. On attend d'elle qu'elle soit excellente dans son rôle, ce qu'elle sera. Mais il reste qu'elle va devoir endosser. Elle sera de l'avant beaucoup plus que moi dans cette histoire-là. Donc, au niveau du rayonnement, c'est très important. Donc, mais ce que j'entends, c'est ça. C'est que ça prend des opportunités de travail. Quand je vois, mettons, les mesures des institutions pour le cinéma, pour les récentes mesures de parité pour le cinéma. Cette année, ce matin, dans la presse, il y avait un dossier là-dessus. Il y a 6 films sur 7 en nomination pour le meilleur film qui sont réalisés et scénarisés par des femmes. Ce que ça fait, ça, c'est que, par la bande, dans la catégorie révélation de l'année, il y a 5 personnes nommées, ce sont 5 femmes, 5 jeunes femmes. Là-dedans, il y a de la diversité à tous les points de vue. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que cette mesure-là fonctionne, étant donné que ces filles-là vont pouvoir avoir des opportunités de travail, vont avoir de la visibilité, vont avoir de l'expérience et vont pouvoir se retrouver à endosser un premier rôle qui demande dans les circonstances dans lesquelles on est en ce moment, c'est-à-dire rapidement, avec une rigueur extraordinaire. C'est très difficile de tourner en ce moment à la télévision. Puis bon, donc tout ça fait en sorte qu'il y a des mesures qui sont prises, qui fonctionnent, il va en prendre d'autres, on en a besoin d'autres. Mais pour moi, le manque de visibilité des lesbiennes, c'est aussi beaucoup lié au manque de visibilité des femmes. Et puis ces luttes-là fonctionne et on voit que la relève, en tout cas, il y a plusieurs façons de voir ça, mais pour moi, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux? Je suis contente que Magali joue ce rôle-là, t'as pas idée. C'est un effet domino, c'est ça que je comprends. Carolina, as-tu une réflexion là-dessus? Moi, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de lesbiennes à la télé maintenant, on en voit partout. Même si c'est une émission qui ne soit pas nécessairement LGBTQ, il y a toujours un couple de lesbiennes. Je pense que la visibilité est importante, qu'elle soit jouée par une femme gay ou non. Je pense que c'est un personnage, ça reste un personnage. Et même si l'actrice elle est gay, elle n'est pas nécessairement le personnage ou elle n'a pas les caractéristiques du personnage. Donc, je pense que moi, ça ne me dérange pas. Et puis, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme déçus, comme toi, tu l'étais. Genre, surmise, là. Moi, je me dis, on leur fait goûter à ce que c'est. C'est génial! Il y a un danger à ça aussi. C'est un couteau à double tranchant. Comment il s'appelle notre ami Bernier, le comédien, qui jouait avec Macha Lemonchik? Comment? Éric.
Bon, Éric, on a été beaucoup porte-parole ensemble de Gay Écoute pendant un certain temps, et puis on en parlait beaucoup, puis il disait, moi, je suis maintenant contraint à jouer des gays. C'est le danger aussi. Est-ce que si on confine une actrice lesbienne à jouer des rôles de lesbienne, ben ça l'empêche de jouer n'importe quel autre rôle. C'est-à-dire que si une hétéro ne peut pas jouer un rôle de lesbienne, alors une lesbienne ne pourra pas jouer un rôle d'hétéro. Comprends-tu? On n'en sort pas. C'est à un moment donné... mais c'est sûr que tout le monde doit avoir des chances égales dans les auditions, et puis tout le monde a droit à ces opportunités d'emploi, bien entendu. Oui, mais tu sais, L-Word, par exemple, dont on n'a pas parlé. L-Word, c'était vraiment une petite fille dont j'étais moi-même, même si ça fait pas si longtemps, ça a été pour moi la première série à laquelle je me suis intéressée vraiment. Puis je me disais, comment est-ce que ça m'intéresse autant? Mais je me suis auto-répondu, pauvre idiote, parce que ça te ressemble. C'est juste des lesbiennes riches de L.A., là, la vie était belle. Non, mais elle n'était pas toutes, mais je me posais quand même la question, lesquelles sont vraiment lesbiennes? Alors que je te dis, j'avais 45 ans, je sais pas, ça fait 10 ans de ça. Je n'étais pas une adolescente. Anne Trister, par exemple, le film de Léa Paul, a été pour les filles de ma génération extrêmement important. Je l'ai vu 7 fois, puis toutes les lesbiennes de ma génération, pareil. On ne se demandait pas forcément si Louise Marleau était lesbienne ou l'actrice qui incarnait Léa Paul. Mais en tout cas, donc oui, je pense qu'en effet, c'est un couteau à double tranchant. Mais ce qui peut être aussi, puis là, ce sera pour un autre panel, mais souvent, ce qu'on a vu, en tout cas au cinéma, là, c'est les hétéros qui jouent des rôles gays. Souvent, on salue leur transformation, le fait de s'être vraiment mis dans un rôle exceptionnel, tellement différent, alors qu'on souligne jamais ça pour l'inverse aussi. Mais après, c'est peut-être comme société de réfléchir sur comment on reçoit ça aussi, puis... Mais tu sais, c'est sûr que Kathleen Fortin dans Boule de quilles, dans Unité 9, là, c'était une sacrée transformation. Tout à fait, tu as bien raison. Caroline, tu allais dire quelque chose tantôt, puis je t'ai interrompu. Je pense que j'allais dire que l'important, c'est l'acting, c'est fictif. Donc, il faut juste vraiment bien faire le travail et c'est ça, incarner bien le personnage et puis... après ça, le plus d'alliés qu'on peut avoir après. Exact, ça devient un allié. Et puis, même comme les femmes aujourd'hui regardent Jennifer Beals Beth dans L-Word, c'est quand même une alliée top pour les lesbiennes. Ben oui. Si elle est pas gay. C'est d'ailleurs, je vois un peu des commentaires qu'on nous écrit, puis c'est un peu ce qui ressort beaucoup. Tu sais, Élise nous dit, ce qui est important, c'est que l'actrice incarne un personnage sans réticence, puis qu'il faut y croire. Puis effectivement, aussi, c'est vrai. Si on représente une certaine communauté, mais ça c'est pour n'importe quel personnage, puis qu'on n'y croit pas, puis qu'on voit toutes les failles, ça peut devenir insultant, mettons, là, ou juste pas crédible, mais effectivement. Alors là, je sais pas comment on va faire ça. Je sais pas si finalement on va prendre des questions. Je vois qu'il y a plusieurs, et là, je vois qu'il y a peut-être... Je ne sais pas si quelqu'un va modérer ces questions-là ou si on demande aux gens de les écrire. C'est une information que je n'ai pas retenue lorsqu'on m'en a parlé juste avant. Je m'excuse, mais je peux lire peut-être des commentaires qu'on a reçus un peu. Il y a Daniel qui nous dit « Le fait d'être lesbienne permet de faire un pied de nez au pouvoir des hommes. Les hommes ont aussi plus d'argent que les lesbiennes. C'est peut-être pour cette raison qu'ils vont davantage vers l'extérieur. » Alors, bon. Mais sinon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou si quelqu'un de... Si vous pouvez nous les écrire, nous dire répondre. Mais peut-être qu'il n'y en a pas, puis que c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de questions. Parfait! Alors, c'est comme ça que se termine, donc, cette heure-là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté qu'on discute de ça. C'est un sujet vaste qui peut aller dans tous les angles, puis aussi on n'est pas tous unanimes non plus sur notre façon de voir notre rôle comme lesbienne dans la société. On réclame le droit à Encore une fois, il y a autant de particularités qu'il y a d'individus. Exactement. Donc, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience puis vos réflexions. Marie-André, on peut donc réécouter la série Trop ou attendre impatiemment la série Sans rendez-vous. La saison 3 de Trop sera en ondes en septembre. Parfait. Et on peut rattraper, je pense, les 2 premières saisons sur tout.tv. Carolina, on peut te suivre sur les réseaux sociaux en attendant les prochains parties post-pandémie que tu fais un peu à Montréal puis un peu partout. Oui, j'en fais un peu partout dans le monde, mais quand je me concentre à Montréal, c'est sûr. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Carolina Spirulina.
Et puis, tout va être annoncé dès que c'est permis. Génial. Merci de créer ces moments-là pour nous et je vais essayer de me déconfiner et d'aller à une soirée et de ne pas regarder un film avec ma blonde un soir où ça sera possible, on ira ensemble pour défaire les préjugés. Les stéréotypes plutôt, les stéréotypes. Monique, on t'écoute ce soir à 22h et demain de 16h sur Ici Musique. Merci beaucoup d'avoir témoigné toi aussi. Merci Eugénie. Salut les filles. Au revoir tout le monde. Les journées de la visibilité lesbienne se poursuivent. Vous pouvez aller voir tout ça sur Facebook. Et puis, à bientôt! Bye!